Voilà, donc je vous rappelle où on en était la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière a essentiellement été consacré au gaz parfait saturé, c'est-à-dire comment est-ce que Bose a introduit cette statistique et puis ensuite comment Einstein l'a développé pour l'appliquer à un gaz de particules matérielles et pour trouver cette saturation, c'est-à-dire cette idée que le nombre de particules qu'on peut mettre sur des niveaux d'énergie en dehors de l'état fondamental, ce nombre de particules est borné, et cette borne ne dépend que de la température, et donc toute particule en excès doit s'accumuler forcément dans l'état fondamental. Puis on a commencé à voir quelques applications, enfin quelques illustrations de ce gaz parfait saturé dans un cas où il n'y a pas beaucoup d'interactions. Quand on commence avec les interactions, en plus de la convention de Bose-Einstein, apparaît la superfluidité. Et c'est ça le thème du cours d'aujourd'hui, c'est finalement essayer d'aborder ce lien entre condensation de Bose-Einstein et superfluidité. Alors, je vais commencer par revenir sur un outil qu'on a développé à la fin du dernier cours, qui est cette fonction G1, cette fonction de corrélation à un corps, et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on l'étudie expérimentalement. Alors, cette fonction G1, je vous rappelle ce que c'est. On prend l'opérateur densité à un corps, c'est-à-dire qu'on part de l'opérateur densité totale, on prend une trace partielle sur n-1 particules, donc il nous reste un opérateur densité à une particule, dont je peux prendre les éléments de matrice dans la base position, donc avec R, le ket R ici et le bras R' à gauche. On peut diagonaliser cet opérateur densité à un corps, puisqu'il est hermitien. Je sais que ses valeurs propres sont des nombres réels, qui sont positifs ou nuls. Et donc on dit qu'on a condensation quand la valeur propre la plus grande, π0, est d'ordre n. C'est-à-dire que π0 sur grand N tend vers une limite finie non nulle quand n tend vers l'infini. Le nombre de particules tend vers l'infini. Donc ce que j'aimerais qu'on voit ensemble pour commencer ce cours, c'est comment est-ce qu'on mesure expérimentalement G1 de RR'. Donc on restera dans un cadre là où les interactions ne jouent pas un grand rôle. Et puis ensuite, on passera dans le cours d'aujourd'hui à la superfluidité. Alors la superfluidité, c'est un phénomène, comme j'ai déjà dit la semaine dernière, plus complexe que la condensation. On ne peut pas définir la superfluidité par une seule équation ou un seul concept. Il y a plusieurs notions différentes, donc j'essaierai d'en dégager au moins deux notions importantes qui caractérisent, dans la plupart des cas, un système superfluide. Donc cette superfluidité elle est apparue initialement dans l'histoire de la physique via des expériences sur l'hélium liquide, donc c'est là que le séminaire de Sébastien nous décrira comment est-ce que ces notions sont apparues. Moi, dans le cours d'aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur l'expérience faite avec des atomes froids dans un anneau tournant. Et puis, à la fin du cours d'aujourd'hui, je présenterai une description phénoménologique de la superfluidité, qui est ce qu'on appelle le modèle à deux fluides, introduit initialement par Tissa et puis perfectionné par Landau. Et puis, la semaine prochaine, on rentrera un petit peu plus dans une description microscopique à base d'équations de Gross-Pitaïevski. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas d'équation de Gross-Pitaïevski, ce sera une description, comme je l'ai dit, phénoménologique à la base de ce modèle à deux fluides. Bien, donc on va commencer par ce retour sur la fonction G1 que j'ai introduite à la fin du cours de la semaine dernière, voir comment est-ce qu'on peut la mesurer expérimentalement, comment est-ce qu'on peut caractériser cet ordre à longue portée. C'est le fait que G1 de R' ne tend pas forcément vers 0 quand je prends R et R' très éloignés l'un de l'autre. Si j'ai une valeur propre π0 macroscopique, eh bien, ce G1 tend vers une limite finie non nulle à l'infini. Alors, quelles sont les situations qu'on rencontre en pratique, avant de décrire plus précisément quelques expériences? Première situation, c'est donc ce vrai ordre à longue portée, c'est le condensat de Bose-Einstein dans toute sa simplicité introduite par Einstein en 1925. C'est donc, pour un gaz parfait, un système à trois dimensions, à la limite thermodynamique, et à ce moment-là, donc, G1 de R' tend vers cette limite finie non nulle à longue distance. Si je rajoute l'interaction, comme j'ai dit, on a la superfluidité. À l'opposé, on a l'absence totale d'ordre à longue portée. C'est par exemple un gaz parfait, mais à température élevée, à trois dimensions. Et à ce moment-là, G1 de R' décroît rapidement vers 0, quand R et R' s'écartent l'un de l'autre. Cette décroissance, selon les cas qu'on prend, peut être exponentielle ou gaussienne. Mais en tout état de cause, elle est caractérisée par une échelle de longueur, et cette échelle de longueur est petite devant la taille de l'échantillon. Essentiellement, cette échelle de longueur, c'est la longueur d'onde de De Broglie, la longueur d'onde thermique, lambda t, que j'ai introduite la dernière fois, qui est simplement la constante de Planck h divisée par P, l'impulsion caractéristique à la température qu'on a considérée.
Donc ça, c'est le cas complètement opposé de celui-ci. On a un fluide normal, non superfluide. Vous voyez, j'ai laissé un blanc ici. J'ai laissé un blanc parce qu'il y a un cas intermédiaire qui est ce qu'on appelle le quasi-ordre à longue portée, qu'on trouve quand on se place en dimension réduite et à basse température. Donc en dimension réduite, c'est essentiellement en dimension 2 qu'on trouve ce quasi-ordre, si la température est non nulle. À ce moment-là, G1 de R' tend toujours vers 0 à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas où il y a une limite finie non nulle à longue distance. Donc on n'a pas une valeur propre macroscopiquement peuplée, mais il tend vers 0 doucement. Et par doucement, j'entends qu'il tend vers 0 comme une loi algébrique, c'est-à-dire par exemple comme quelque chose comme un 1 sur R puissance alpha, avec un alpha qui est donc un exposant prédéterminé. À ce moment-là, donc, ça veut dire que si je veux que G1 soit divisé par 2, il faut que j'aille à une certaine distance. Si je veux qu'il soit divisé par 4, il faut que j'aille à une distance plus grande, puis par 8 à une distance encore plus grande. Donc il n'y a pas d'échelle caractéristique sur laquelle G1 de R' s'annule. Si en plus on a des interactions répulsives qui limitent les fluctuations de densité, à ce moment-là, même si on n'a pas de condensat, on parle de quasi-condensat. L'idée que finalement on a localement quelque chose qui ressemble à un condensat parce que G1 de R' ne tend pas vers 0 rapidement. Et ce quasi-condensat, eh bien, on peut montrer qu'il manifeste des propriétés également superfluides. Alors, c'est un peu compliqué de montrer ça, je ne vais pas l'aborder dans le cours de cette année, parce que c'est des systèmes de dimension réduite. Les transitions de phase qu'on observe ne sont pas les transitions de phase traditionnelles, deuxième ordre, c'est des transitions de phase d'ordre infini, de type Kosterlitz-Thouless. Donc, je ne vais pas aborder cette année les systèmes de dimension réduite, dimension 1 ou dimension 2. Je pense qu'il y aura un cours dans les années ultérieures qui sera consacré à ça, mais on ne va pas le faire cette année. Donc cette année, on va se consacrer soit à l'ordre à longue portée qui est ici, soit à l'absence totale d'ordre à longue portée qui est tout en bas, fluide normal, ou alors condensat plus interaction. Alors comment est-ce qu'on peut accéder expérimentalement à cette fonction G1? Comment est-ce qu'on peut la mesurer, cette fonction G1? Alors il y a pas mal de méthodes qui ont été mises en place, en particulier dans le cadre des atomes froids. La première, je dirais, c'est la plus simple, ça consiste à mesurer la distribution en impulsion du gaz, N de P, et se souvenir d'une propriété que j'ai énoncée à la fin du cours de la dernière fois, qui est que la distribution d'impulsion et la fonction G1 sont transformées de Fourier l'une de l'autre. Donc si je connais l'une, je connais l'autre. Donc ça se fait bien, mesurer une distribution d'impulsion. Ça se fait simplement par une expérience de temps de vol. On coupe le piège qui confine les particules, on les laisse s'étaler pendant une durée assez longue, et on mesure le temps qu'elles ont parcouru pendant une durée donnée, et comme ça on remonte à leur impulsion. Ça marche bien pourvu qu'il n'y ait pas pourvu que les interactions ne jouent pas de rôle trop important pendant le temps de vol. Deuxième méthode, une méthode qui a été mise en place à Munich en 2000, ça consiste à extraire du gaz, du fluide, 2 micro-jets atomiques et faire interférer ces micro-jets atomiques. Donc on fait extrait du fluide en un point R un petit jet atomique, on extrait du fluide en un point R' un deuxième jet, et on laisse ces 2 petits jets atomiques se propager, et en regardant leur frange d'interférence, on peut remonter à la cohérence qui existait entre le point R qui est ici et le point R' qui est là. Alors comment ça se passe en pratique? Bien là, vous avez un dessin extrait de la publication originale du groupe de Munich. Vous prenez des atomes qui sont piégés dans un piège magnétique. Donc ce sont des atomes qui ont un moment cinétique non nul, donc un moment magnétique non nul. En l'occurrence, là, c'est des atomes qui étaient dans un état de moment cinétique où il y a un spin J égale 1. Et on préparait les atomes dans le sous-niveau Zeeman M égale moins 1. Donc le moment magnétique était opposé au champ magnétique local. Et comme ce champ magnétique local avait un gradient, était minimum, son module était minimum en un point, eh bien l'énergie magnétique, qui était en moins musc à l'RB, était également minimale autour de ce point-là. Donc les atomes étaient piégés dans le niveau M égale moins 1. Et pour fabriquer ces 2 micro-jets atomiques, ce qu'on applique, c'est 2 radiofréquences qui vont faire basculer le moment magnétique de niveau M égale moins 1 au niveau M égale 0. Donc à ce moment-là, le moment magnétique de l'atome se retrouve perpendiculaire au champ. Il n'y a plus d'interaction en musc à l'RB, puisque mu et B sont orthogonaux. Donc les atomes se retrouvent sans voir de champ magnétique, simplement ils voient la pesanteur, donc ils tombent, et c'est ça qui fabrique le micro-jet atomique, c'est les atomes en train de tomber autour du point R parce qu'on a fait basculer leur moment magnétique. Donc une radiofréquence se charge de faire basculer l'atome en ce point ici, l'autre radiofréquence se charge de faire basculer les atomes en ce point-là, et on génère comme ça donc les 2 micro-jets atomiques. Ici, ce que vous avez, c'est le potentiel vu par les atomes dans l'état MF égale 0 qui ne voit pas le champ magnétique. Et ce que vous voyez, bien, ça révèle donc cette présence ou cette absence d'ordre à longue portée, c'est-à-dire que si je prends R et R' assez loin l'un de l'autre,
Et si la température est assez élevée, donc on n'a pas encore traversé le seuil de condensation, il n'y a pas encore d'ordre à longue portée, eh bien, il n'y a absolument pas d'interférence entre ces deux mini-jets atomiques. Donc on a une distribution d'atomes continue en train de tomber du nuage qui est là. Le nuage piégé est ici. Et puis au contraire, si on a croisé le seuil de condensation, la température est plus basse que la température critique. À ce moment-là, les atomes qui tombent des deux mini-jets atomiques interfèrent les uns avec les autres. On voit des très belles franges d'interférence. Et le contraste de ces franges nous renseigne sur la valeur de la fonction G1. Voilà. Donc je ne décris pas ces choses-là plus en détail, mais enfin, on voit bien comment on peut extraire des grandes informations de ça. Autre type d'expérience, c'est faire interférer le gaz qui nous intéresse avec une référence de phase. Donc on peut appeler ça de l'hétérodynage, si vous voulez, pour faire un lien avec ce qui se passe avec des photons. Donc là, en l'occurrence, c'est l'expérience qu'on a faite il y a 2 ans. Ce qui nous intéresse, c'est cet anneau d'atomes. Vous allez voir beaucoup d'anneaux aujourd'hui. Alors, c'est le premier que vous rencontrez, mais ce n'est pas le dernier. Donc ça, c'est cet anneau d'atomes qu'on a obtenu en piégeant les atomes dans des nappes de lumière, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois. Et on s'intéresse à comment la phase de la fonction d'onde varie le long de cet anneau-là. Et pour ça, eh bien, on s'est fabriqué une petite référence de phase qui est le petit disque d'atome central. Alors ce petit disque, on suppose que c'est un bon condensat de Bose-Einstein, donc une phase bien uniforme. Et donc on va faire interférer le système qu'on veut étudier, qui est celui-ci, par notre référence de phase qui est au centre. Pour ça, on fait encore une fois une expérience de temps de vol. On coupe les barrières qui confinaient les atomes le long de l'anneau et dans le disque central. Donc le disque central va s'étaler, l'anneau va également s'étaler, les nuages vont se recouvrir, et on observe des franges d'interférence. Et de l'ondulation de ces franges d'interférence, là, eh bien, on peut remonter à la distribution de phase, donc à la fonction G1, si vous préférez, du nuage le long de l'anneau. Autre méthode qui a été utilisée assez abondamment dans la littérature, ça consiste à préparer non pas une référence de phase et puis le gaz que je veux étudier, mais 2 gaz qui sont similaires. Donc on veut étudier l'un ou l'autre, peu importe lequel. Les 2 gaz ont des propriétés similaires. Donc ça, c'est une figure que j'ai tirée d'un article du groupe de Jörg Schmidtmeyer, qui était à l'époque à Heidelberg, il est maintenant à Vienne, où les 2 gaz qu'on souhaite étudier, c'est les 2 cigares qui sont ici. Donc vous avez ici un gaz allongé là, et puis un deuxième juste en dessous. Ils ont des propriétés similaires, ils sont à la même température, ils ont le même nombre d'atomes à peu près. Et donc ce qu'on fait, c'est que là encore, on les fait interférer l'un avec l'autre en coupant les potentiels qui les confinent. Et des franges d'interférence qu'on mesure entre ces 2 gaz, eh bien, en supposant donc que les 2 gaz ont une fonction G1 similaire, on peut remonter à la fonction G1, plus exactement au module carré de la fonction G1, quand on regarde les contrastes des franges qu'on obtient. Voilà, donc là, j'ai fait une brève revue de quelques méthodes qui existaient. Je voudrais passer plus de temps sur une autre méthode qui a été mise en œuvre initialement dans le groupe de Bill Phillips au NIST en 1999, et d'ailleurs que Claude Cohen avait décrit de manière très approfondie dans un de ses cours du collège, et qui a été utilisée récemment à Cambridge sur la même manip que celle que j'ai déjà décrite dans le groupe de Zoran Hadzibabic, sur ces gaz uniformes confinés dans des boîtes. Alors là, je vais commencer par une description qui s'applique aussi bien aux manips initiales qu'à celles qui ont été faites entre-temps, et puis celle de Zoran. Et puis après, je vous montrerai les derniers signaux obtenus l'an dernier. L'idée, c'est de faire interférer le gaz avec une copie de lui-même. Donc, on va prendre le gaz, on va faire une sorte de photocopie du gaz, et puis faire interférer le gaz avec sa photocopie en déplaçant la copie d'une grandeur ajustable que j'appelle petit a. Donc à ce moment-là, si le gaz est décrit par une fonction d'onde macroscopique psi de R, eh bien, le signal que vous allez obtenir, quand vous superposez donc le gaz et sa copie, c'est psi de R plus psi de R moins A. Psi de R moins A, c'est la fonction du gaz translaté de petit a. Il y a une phase phi qui vient s'introduire, donc qu'il faut contrôler. Mais ce que vous voyez bien, c'est donc que quand je vais calculer cette intégrale, là, eh bien, je vais faire apparaître le produit scalaire de psi étoile de R avec psi de R moins A. Et ça, ce n'est autre que la fonction G1. En tout cas, si je moyenne ça sur différentes réalisations du gaz, donc ça va revenir à moyenner sur les différents psi-j, qui sont les différents états propres de mon opérateur de densité à un corps ρ1. Donc cette valeur moyenne de psi de R, psi étoile de R moins A sur différentes réalisations de l'expérience me donne accès, une fois que j'ai pris cette moyenne, à l'opérateur de densité ρ1 entre R et R moins A. Et comme ici, j'intègre sur R, donc ce sera l'intégrale de ρ1 entre R et R moins A pour un petit a donné. Donc ça, c'est exactement ce qu'on cherche pour avoir
cette fonction de densité à un corps, au moins pour un système uniforme, homogène. G1 de R, R-1 ne dépend que de la différence des points, donc ne dépend que de petit a, c'est ce que j'ai écrit ici, 1 sur n, G1 de A. Alors comment on s'y prend en pratique? Donc ce qu'on veut générer, je vous rappelle, c'est cette chose-là. Donc on part du gaz, et en fait, ce qu'on fait interférer, ce n'est pas le gaz avec une copie, c'est qu'on va faire deux copies, et on fait interférer les deux copies, comme vous allez le voir. Donc on part du gaz que j'ai représenté ici dans un diagramme de type espace des phases. Donc vous avez ici la position en abscisse, 0 et puis x, et en ordonnée, vous avez P. Donc c'est un modèle à une dimension, mais cette expérience a été faite avec un gaz à 3 dimensions. Simplement, l'espace des phases pour un gaz à 3 dimensions, il a 6 flèches, 3 pour x, 3 pour P, donc ça, je ne sais pas dessiner. Donc je me limite à une dimension ici, mais encore une fois, c'est un système tridimensionnel en pratique. Donc vous avez votre gaz qui a un système uniforme, donc entre 0 et L, et puis à l'instant t égale 0, vous allez donc produire la première copie. Produire une copie, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire transférer une petite partie des atomes, donc la petite partie c'est le epsilon 1 que j'ai écrit ici, on le fait avec une phase phi1, une petite partie des atomes qui sont initialement donc une impulsion centrée autour d'impulsion nulle, vous allez leur donner une impulsion qui est grande, l'impulsion que j'appelle petit q ici, une impulsion qui est grande devant la largeur en impulsion initiale. Donc la copie, elle est au départ au même endroit que l'original, mais elle a une impulsion q beaucoup plus grande que la largeur en impulsion qui est ici. J'attends un certain temps petit tau, donc ma copie à l'instant tau, elle se déplace dans l'espace, donc c'est ce que j'ai représenté ici. Le gaz initial, lui, il est resté au même endroit, mais la petite fraction epsilon 1 des atomes que j'ai transférés, ça ne devrait pas s'afficher maintenant, mais bon, j'ai fait une erreur dans l'animation de mon PowerPoint, excusez-moi. La petite fraction epsilon 1 que j'ai transférée, c'est décalé d'une quantité petit a, et ce petit a, c'est quoi? Bien, c'est tau fois v. V, c'est la vitesse de mon paquet, c'est donc simplement q sur m. Et là, à cet instant tau, je fais ma deuxième copie. Voilà, maintenant epsilon 2 et phi 2 ont des raisons d'être là. Je transfère une autre petite fraction epsilon 2 de mon gaz à la même impulsion q ici, et je me retrouve donc avec deux paquets qui vont à la même vitesse, mais qui sont décalés dans l'espace d'une quantité petit a. J'attends un temps assez long, donc au bout d'un temps long, le gaz initial est toujours resté au même endroit, mais mes deux copies, elles, ont bougé dans l'espace, elles sont complètement séparées du nuage initial, et donc là, il suffit de compter combien est-ce qu'on a d'atomes dans cette région de l'espace, donc dans ce segment sur X là, pour compter combien est-ce qu'il y a d'atomes transférés au cours de ces deux copies. Et donc le point crucial, c'est que comme les deux copies se recoupent, au moins tant qu'elles se recouvrent ici, eh bien j'ai une interférence constructive, c'est-à-dire qu'un atome pour arriver ici peut avoir été transféré soit lors du premier transfert, soit lors du second transfert, et c'est cette interférence qu'on mesure via la fonction G1. Alors, avant de vous montrer les signaux, comment est-ce qu'on fait en pratique pour faire cette impulsion qui transfère les atomes de l'impulsion 0 à l'impulsion Q? Eh bien, ça, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est une technique bien éprouvée. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un processus de Bragg, c'est-à-dire qu'on éclaire les atomes par deux ondes lumineuses et on se débrouille pour que les atomes absorbent un photon dans une onde oméga 1, fassent une émission stimulée dans l'onde oméga 2. Donc, à ce moment-là, ils gagnent l'impulsion Q1 plus Q2, puisqu'ils absorbent celle-ci et ils émettent celle-là. Donc, c'est Q1 moins Q2, pardon, l'impulsion qui gagne. Et on se débrouille pour que ce processus soit résonant, c'est-à-dire que la différence de fréquence entre oméga 1 et oméga 2 soit telle que h bar oméga 1 moins oméga 2 soit égale à l'énergie cinétique qu'on veut transférer aux atomes, c'est-à-dire le Q carré sur 2m. Voilà, donc on fait ça, et avec ce processus de Bragg, là, on arrive à faire ce transfert avec une proportion epsilon 1 ou epsilon 2 qu'on contrôle en contrôlant la puissance de ces faisceaux. Bien, alors voilà à quoi ça ressemble sur le plan expérimental. Donc ici, vous avez les deux copies qui sont à cet instant-ci superposées. Là, j'ai choisi de prendre un petit a distance entre les deux copies qui vaut 0, mais je peux, donc est-ce que ça va marcher? Oui, je peux choisir petit a quelconque, c'est-à-dire que je peux aussi prendre un petit a plus grand que la longueur de mon gaz. La longueur du gaz ici, c'est 26 micromètres, donc on peut choisir un petit a plus grand, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'interférence. Et puis dans le cas général, pardon, ce que je voulais faire, c'était ça, voilà. Dans le cas général, dans cette partie-ci, entre 0 et 26, donc j'ai un recouvrement partiel des deux gaz, des deux copies. Et donc ce qu'on mesure, eh bien, c'est ce signal, c'est le nombre d'atomes qui sont transférés là-dedans. Donc le nombre d'atomes qui sont transférés dans ces deux copies ici, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre d'atomes qui sont dans la copie 1, c'est le plus 1, le 1 qui est ici, le nombre d'atomes dans la copie 2,
plus un signal d'interférence. Si j'ai un condensat pur, c'est-à-dire si les fonctions d'onde sont complètement homogènes sur l'ensemble du gaz, à ce moment-là, l'interférence est complètement constructive dans la zone qui est la zone de recouvrement. Et cette zone de recouvrement, eh bien, quelle taille est là? Eh bien, elle a simplement une taille qui est égale à, enfin une longueur qui est égale à L moins A, ici. Donc, ce qu'on voit, c'est un terme d'interférence qui est simplement proportionnel à 2 fois la taille de cette longueur. Donc, c'est 1 moins A sur L en valeur relative. Et donc ça correspond simplement à une décroissance linéaire depuis petit a égale 0, où les deux gaz sont complètement l'un sur l'autre, à petit a égale 26 micromètres, qui est la longueur grand L ici choisie pour l'expérience. Donc cette décroissance purement linéaire du signal d'interférence correspond à une fonction G1 qui est complètement uniforme, donc c'est un condensat pur. Et puis si on va dans le cas général, donc là c'est un gaz qui est partiellement condensé, la courbe qui est ici. Là, à ce moment-là, ce qu'on trouve comme signal d'interférence, c'est ce 1 pour la copie 1, plus 1 pour la copie 2, plus 2 fois le recouvrement géométrique, fois cette fonction G1 qui, cette fois-ci, ne vaut pas quelque chose de constant, mais qui décroît avec petit a. Et de cette décroissance que vous voyez ici, d'abord une décroissance rapide, puis une décroissance linéaire ici, on peut remonter au comportement de G1. Donc ça, c'est une manip qui donne vraiment directement la valeur de G1, qui est bien adaptée au cas uniforme, hein, donc c'est nouveau type de piège qu'on fabrique maintenant, et on remonte comme ça vraiment très bien à l'ordre à longue portée. Alors, je n'ai pas mis une troisième courbe qui serait la courbe pour, là c'est un condensat partiel, si c'était un gaz purement thermique, là ce serait complètement plat, et puis cette chose-là décroîtrait sur une valeur qui est de l'ordre de la longueur d'onde thermique. Bon, je ne l'ai pas mise ici, mais cette courbe existe également. Voilà. Alors ça, c'est la manière dont on s'y prend avec des atomes neutres, pour mesurer la fonction G1. Alors il existe depuis une dizaine d'années des systèmes qui sont également des systèmes de physique atomique et d'optique, mais qui ne sont pas des atomes, qui sont des objets, soit des condensats de lumière purs, c'est ce que va nous décrire Martin Weiss dans son séminaire tout à l'heure, soit des objets hybrides lumière-matière, qui sont ces objets hybrides, c'est des objets hybrides entre un exciton, c'est-à-dire une paire électron-trou, et un photon. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles la mesure de la fonction G1 est remarquablement plus simple que tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant. Alors, déjà, je vous décris ce que c'est cet objet hybride, et puis après, je vous dirai pourquoi la mesure est plus simple. Ces objets hybrides, c'est donc ces condensats de polaritons, comme on les appelle, c'est donc formé par des excitons ici, qui sont des paires électrons-trous dans un puits quantique, qui est ce plan représenté ici. Et puis, l'autre part de l'objet, c'est un photon, et ce photon, c'est un photon en train d'osciller entre deux miroirs. Ce sont des miroirs de Bragg qui sont ici, mais enfin, bon, peu importe leur nature à ce stade. C'est de la lumière qui est donc en train d'osciller entre ces deux miroirs. Ça, c'est des manips qui sont faites, il y en a au LKB Jussieu dans le groupe de Alberto Baretti et Elisabeth Giacobino, il y en a dans le groupe de Jacqueline Bloch à Marcoussis, il y en a à Lausanne. Bon, c'est des manips qui se font maintenant dans plusieurs laboratoires, des manips très jolies. Et pourquoi est-ce que la mesure de G1 est complètement différente dans ces objets-là, et pourquoi est-ce qu'elle est plus simple? Eh bien, c'est parce que la lumière, les photons qui sont là, donc, sont partie intégrante du condensat qu'on réalise, et comme ce miroir-là, eh bien, il a des fuites, il y a de la lumière qui s'échappe, et cette lumière qui s'échappe porte l'information de phase directement. Alors que quand on a un condensat avec des atomes, eh bien, il faut faire des manips comme j'ai décrites avec des impulsions de Bragg ou des fuites de micro-jets atomiques qu'on fait interférer. Enfin, il faut faire quelque chose de non trivial pour mesurer G1. Là, la lumière qui s'échappe contient directement l'information de phase. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Et donc, en faisant de l'interférométrie à partir de la lumière qui s'échappe, eh bien, on peut remonter à la phase, donc à la fonction G1 de cet objet condensé qu'on a fabriqué ici. On peut également mettre en évidence des propriétés superfluides pour ces objets-là, pour ces condensats-là, en regardant l'écoulement autour d'un obstacle. Ça avait été fait en particulier par le groupe de Jussieu. Alors, je ne vais pas décrire ces objets-là plus en avant dans le cours de cette année. Encore une fois, je repousse à une année ultérieure. C'est des systèmes qui sont des systèmes très intéressants, mais qui ne sont pas des systèmes à l'équilibre thermique comme les condensats atomiques que j'étudie en ce moment. C'est des systèmes plus compliqués, ils sont pilotés en permanence par la lumière, la dissipation joue un rôle important. Donc les outils théoriques qu'il faut mettre en place, si on veut les étudier de manière quantitative, sont notablement différents de ceux qu'on va étudier dans le cours de cette année. Donc plutôt que de le faire rapidement, mais pas très bien, je préfère repousser ça une autre année où on aura mis bien en place tous les outils pour étudier les problèmes dissipatifs. Mais néanmoins, je voulais le mentionner parce que
pour ce qui concerne la fonction G1, c'est vraiment des objets remarquables de simplicité, au moins sur le plan des concepts. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe à la superfluité proprement dite, maintenant qu'on a bien verrouillé ce qu'on pouvait dire sur ce qu'était la condensation caractérisée par la fonction G1. Et pour caractériser cette superfluidité, eh bien, comme je le disais, on va beaucoup s'intéresser à des expériences soit de pensée, soit des expériences réelles, à base d'anneaux, parce que les anneaux sont finalement un bon outil pour mettre en évidence les différentes notions qui sont importantes pour la superfluidité. Donc mes anneaux, ils auront toujours cette tête-là, je les choisirai d'axe selon z, comme ça. J'appellerai petit phi la variable azimutale le long de l'anneau, qui sera souvent la seule variable pertinente. Et puis cet anneau pourra ou non, selon les cas, être mis en rotation, et quand je parlerai d'un anneau en rotation, sera toujours en rotation autour de l'axe Z, autour de son axe de symétrie ici, et j'appellerai à ce moment-là grand oméga, la vitesse angulaire de rotation. Bien, alors pour commencer, j'aimerais qu'on passe quelques diapositives à faire une revue de ce qui se passe pour une particule unique sur un anneau. Et on va commencer par prendre la limite d'un anneau infiniment fin. C'est-à-dire que je vais supposer, si je reviens en arrière sur mon dessin, que la section de l'anneau est très très faible, donc le mouvement radial ou le mouvement selon z de ma particule est gelé, et puis le seul mouvement important, c'est le mouvement le long de l'anneau, donc caractérisé par cette variable azimutale phi. Donc au lieu d'avoir des fonctions psi du vecteur r, x, y, z, je paramètre mon mouvement simplement par cette variable azimutale phi. Si vous préférez utiliser les longueurs, simplement vous pouvez utiliser l'abscisse curviligne le long de l'anneau, qui est simplement R0 fois phi, ça ne change absolument rien. Cette fonction d'onde est bien sûr monovaluée, comme toutes les fonctions d'onde qu'on utilise en mécanique quantique, donc elle satisfait naturellement à une condition limite périodique, c'est-à-dire que si je prends le point phi et le point phi plus 2pi, eh bien ça correspond au même point physique de l'espace, et donc ma fonction d'onde psi de phi et psi de phi plus 2pi doivent valoir la même chose. On verra en fin du cours comment est-ce qu'on peut changer ça un petit peu quand je vous parlerai de conditions limites distordues, mais pour l'instant, ma fonction d'onde est monovaluée, donc elle vaut la même chose quand je prends phi ou quand je prends phi plus 2pi. Bien, incidemment, je dirais, ces conditions limites périodiques, c'est des choses que les théoriciens utilisent fréquemment. Pour un expérimentateur, ce n'est pas toujours évident de réaliser une condition limite périodique. On sait le faire à une dimension comme ça. Si vous me demandez de faire des conditions limites périodiques en laboratoire à 3 dimensions, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Hein. Donc, on sait le faire à une dimension. Voilà. Et ça marche bien. Et donc, si vous êtes théoricien et si vous voulez des conditions limites périodiques dans un laboratoire, il faut vous tourner vers ces systèmes unidimensionnels. Si quelqu'un sait comment faire des conditions limites périodiques à 3D, je serais ravi de l'apprendre pour le savoir, pour le faire en pratique. Donc, revenons donc à notre particule sur un anneau. Donc l'hamiltonien de cette particule, c'est l'énergie cinétique simplement, hein, plus éventuellement la rugosité des parois qui confinent la particule, mais ça on le mettra plus tard. Donc l'énergie cinétique, c'est simplement moins h bar carré sur 2m laplacien, et comme je n'ai qu'une variable ici qui est donc phi, ça s'écrit moins h bar carré sur 2m r0 carré, d2 sur d phi 2. Quelles sont les fonctions propres et les états propres de cet hamiltonien? C'est tout bête. C'est les exponentielles de la variable phi, bien sûr, c'est l'équivalent des ondes planes, mais sur cet anneau. Et si je veux avoir cette condition limite-là, eh bien, il faut que cette exponentielle de la variable phi soit sous la forme e puissance i n phi, où n est un entier positif, négatif ou nul, les entiers relatifs. Et l'énergie qui est associée à ça, eh bien, c'est simplement h bar carré sur 2m r0 carré fois cet entier petit n au carré. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si je mets l'anneau en rotation? Juste là, mon anneau était au repos dans l'infraréseau du laboratoire, j'avais simplement l'énergie cinétique. Maintenant, supposons que je mette l'anneau en rotation. Si je regarde l'hamiltonien de mon anneau, je peux me mettre soit dans le référentiel du laboratoire, soit dans le référentiel tournant avec l'anneau. Dans le référentiel du laboratoire, l'hamiltonien, ça va être toujours cette énergie cinétique, plus quelque chose qui est le potentiel qui sera créé par les parois rugueuses de l'anneau qui créent le confinement. Donc ma particule verra dans le référentiel du laboratoire un potentiel qui dépend du temps. Ce potentiel, je ne l'ai pas écrit, il est compliqué, enfin, ça dépend de la nature du confinement, mais en tout état de cause,
à cause de la rugosité inévitable de ces parois, ce potentiel va dépendre du temps dans le référentiel du laboratoire. Donc ça va être difficile de faire de la physique dans le référentiel du laboratoire, parce que si je veux faire une étude thermodynamique, c'est jamais simple de faire de thermodynamique avec des potentiels dépendants du temps. On est bien armé pour écrire des fonctions de partition, des énergies libres, quand l'hamiltonien ne dépend pas du temps, mais quand l'hamiltonien dépend du temps, c'est plus difficile. Du coup, le remède est simple, c'est de changer de référentiel, aller se mettre dans le référentiel en rotation, le référentiel qui tourne avec les parois de l'anneau, donc le référentiel qui tourne à vitesse oméga, parce qu'à ce moment-là, on récupère un potentiel qui est indépendant du temps, les parois sont immobiles dans ce référentiel-là, et donc à ce moment-là, eh bien, on sait qu'on est de nouveau capable de faire de la thermostatique comme on a l'habitude. Alors comment est-ce qu'on change de référentiel ? C'est pas très compliqué. Il va y avoir beaucoup de changements de référentiel dans le cours d'aujourd'hui, implicites ou explicites. Alors, j'ai choisi de tout résumer cette mathématique des changements de référentiel dans le cours, dans les notes écrites. Si vous regardez la fin, il y a des longs appendices sur comment faire un changement de référentiel en translation, comment faire des changements de référentiel en rotation. Donc ceux qui ont des questions qui se posent des questions sur ces changements de référentiel, vous pouvez aller regarder ces appendices. J'espère avoir résumé à peu près ce qui est nécessaire pour tout le traitement. Donc là, on va supposer connus les résultats des appendices. Et le résultat pour changer des référentiels en rotation, il est simple. On part de l'hamiltonien dans le référentiel du laboratoire, H chapeau, et on lui ajoute simplement le terme moins oméga Lz, où Lz, c'est la composante selon Z, selon l'axe de la rotation, de l'opérateur moment cinétique. Et j'obtiens comme ça H tilde, avec un chapeau toujours, pour me souvenir que c'est un opérateur. Lz, donc la composante selon Z du moment cinétique, eh bien, elle s'exprime simplement en fonction de cette variable azimutale petit phi, ici, c'est simplement moins IH bar d sur dφ. Donc mon hamiltonien dans le référentiel en rotation, c'est cette chose-là, H moins oméga Lz, plus éventuellement le potentiel de rugosité, mais comme il est très faible et qu'il est statique, je n'ai pas de souci avec lui, je peux l'oublier dans un premier temps. Alors, cet hamiltonien qu'on a dans le référentiel en rotation, vous voyez, il va faire intervenir quoi ? Il va faire intervenir le terme qui vient de l'énergie cinétique en d2 sur dφ2, et puis un terme en d sur dφ qui vient du moins oméga Lz. Donc j'ai du d2 sur dφ2, du d sur dφ, donc je peux faire apparaître un carré parfait. Ce carré parfait, je l'écris donc sous la forme d sur dφ plus quelque chose qui est proportionnel à oméga, c'est l'oméga qui est ici, que je viens mettre ici. Donc j'ai un carré parfait qui est ce h bar 2 sur 2mr0 carré, i fois d sur dφ. Quand je vais prendre son carré, ça va me donner le moins d2 sur dφ2 de l'énergie cinétique. Le terme croisé en d sur dφ fois oméga, ça me donnera le moins oméga Lz. Et puis j'ai un terme qui vient se mettre en plus pour compléter le carré parfait, pour compenser le oméga 2 sur oméga c carré. Donc ce terme-ci, c'est simplement le terme en moins 1,5 de m oméga 2 R0 carré. C'est une simple constante additive. Vous voyez que c'est simplement l'énergie centrifuge. Et bien souvent, dans la suite, je ne vais pas la mettre, mais c'est une constante qu'il faut rajouter à l'hamiltonien. Incidemment, j'ai bien peur que dans les notes, je me sois trompé dans le signe de l'énergie centrifuge, que je n'ai pas mis le signe moins là. Donc il est possible qu'il faille corriger. Je sais qu'il y a un endroit où je me suis trompé, donc je pense que c'est là. Une chose que je n'ai pas dite, c'est la valeur de oméga c ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette pour oméga c pour compléter le carré parfait ? Vous pouvez vérifier simplement que l'oméga c à mettre, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est h bar sur m r0 carré. C'est bien homogène à une fréquence. C'est quelque chose qui fait intervenir donc la constante de Planck, la masse de ma particule, et puis le rayon de mon anneau. Les valeurs typiques de cette fréquence de rotation, ça dépend évidemment de l'atome que je prends et des anneaux que je prends, mais dans les manips que j'ai créées tout à l'heure, qui sont des manips faites avec un atome de sodium, et puis un anneau qui a une taille de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, eh bien ça nous donne des fréquences qui sont de l'ordre du Hertz. Voilà, donc c'est des fréquences qui sont des fréquences du type de ce que vous voyez quand vous mettez votre micro-ondes en route et que vous avez le plateau qui tourne, il tourne peut-être un peu moins que le Hertz, mais enfin bon, c'est ces ordres-là. C'est des fréquences qui sont des fréquences perceptibles pour l'œil humain, c'est des fréquences un tour ou deux par seconde, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà l'hamiltonien duquel on va partir pour une particule unique dans un anneau en rotation. Alors à quoi ça ressemble les niveaux d'énergie de cet hamiltonien ? Eh bien c'est tout simple.
les fonctions que j'avais introduites tout à l'heure, ce que j'appelais des ondes planes, compatibles avec les conditions aux limites périodiques sur l'anneau, ces puissances si n phi sont toujours états propres de cet Hamiltonien. Et les valeurs propres, donc les énergies propres, eh bien, elles dépendent à la fois donc, de l'indice petit n que je prends dans mon exponentielle, et puis de la valeur de grand oméga, la fréquence que j'ai choisie pour mon anneau. Ça s'écrit donc h bar 2 sur 2m r0 carré, n moins grand oméga sur oméga c au carré. Et donc ce que j'obtiens quand je trace ces énergies en fonction d'oméga, vous voyez là j'ai enlevé l'énergie centrifuge pour simplifier, ce que j'obtiens quand je trace en fonction de grand oméga, eh bien, c'est une série de paraboles, puisque cette chose-là est une parabole vis-à-vis de oméga à petit n fixé. Donc si je prends n égale 0, fonction uniforme le long de l'anneau, eh bien c'est la parabole en bleu ici. Si je prends n égale 1, c'est une parabole décalée avec son minimum en grand oméga égale oméga c. Cette fréquence critique que j'ai introduite, je dis qu'elle est de l'ordre du Hertz, ici. N égale 2, ce sera décalé de 2 oméga c, etc. Donc j'ai une série de paraboles comme ça. Et le point remarquable, enfin un point remarquable, mais un point qui va jouer un rôle important dans la suite, c'est donc que l'état fondamental de mon système à une particule, dépend de la valeur que je choisis pour grand oméga. Si je prends grand oméga entre moins oméga c sur 2 et plus oméga c sur 2, l'état fondamental, c'est le n égale 0. Mais si je commence à tourner plus vite autour d'oméga c, l'état fondamental, ce sera n égale 1 sur ce segment-là, et puis après, ce sera n égale 2, etc. Donc, en changeant la valeur de grand oméga, je change l'état fondamental de mon système dans le référentiel tournant, qui, je le rappelle, est le bon référentiel compte tenu de la rugosité des parois. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre simplement, intuitivement, le fait que l'état fondamental change comme ça avec la valeur de grand oméga? Eh bien, une bonne manière de faire ça, c'est de comparer deux vitesses. La première vitesse qu'on peut considérer, c'est la vitesse qui est associée à la fonction d'onde et puissance si n phi. Si je vous donne une fonction d'onde, ça c'est une chose qu'on apprend dès les premiers cours de physique quantique, une fonction est associée à une vitesse, c'est ce qu'on obtient quand on calcule le courant de probabilité. La vitesse, c'est simplement le gradient de la phase, à un coefficient h bar sur m près. Donc la phase ici varie comme n phi. Donc la vitesse, c'est h bar sur m0 fois petit n, donc l'entier qui quantifie ma fonction d'onde, fois u phi, le vecteur unitaire azimutal. Donc ça, c'est la vitesse associée à ma particule quand elle est préparée dans l'étape psi n. La deuxième vitesse naturelle du problème, c'est la vitesse de la paroi de l'anneau. Mon anneau, il tourne à la fréquence angulaire grand oméga. Donc la vitesse des parois de l'anneau, c'est grand oméga R0 fois ce même vecteur azimutal, u phi. Et finalement, dire que l'état fondamental, eh bien, il vaut une certaine valeur entre moins oméga c sur 2 et plus oméga c sur 2, puis une autre valeur après, etc., eh bien, simplement dire que l'état fondamental, c'est choisir finalement l'entier qui minimise la différence entre Vn, la vitesse associée à la fonction de psi n, et puis la vitesse des parois. Donc, qui minimise la différence entre oméga R0 d'un côté et puis h bar sur m0 fois petit n de l'autre. Donc finalement, ce que vous faites quand vous choisissez un état fondamental dans ce segment-là, entre n-1,5 d'oméga c et n plus 1,5 d'oméga c, eh bien, c'est que vous faites un compromis. Vous faites un compromis entre vous dire il faut que l'atome tourne à une vitesse aussi proche que possible de la vitesse des parois de l'anneau, et puis en même temps, je ne peux pas prendre n'importe quelle vitesse pour mon atome parce que j'ai ces conditions limites périodiques psi de phi égale psi de phi plus de pi qui m'imposent de prendre ici pas n'importe quoi comme fonction d'onde, ça m'impose d'avoir une vitesse qui est quantifiée. Donc simplement, ce choix de l'entier pour l'état fondamental, c'est faire ce meilleur compromis entre ces deux contraintes, aller à la même vitesse que l'anneau et puis satisfaire les conditions limites périodiques. Bien. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, donc, qui va nous servir comme premier critère de la superfluidité, c'est que si oméga est petit devant oméga c, c'est-à-dire si je me mets au voisinage de l'origine ici, je ne vais pas jusqu'à plus oméga c sur 2 ou moins oméga c sur 2, je reste au voisinage de l'origine. À ce moment-là, l'état fondamental, eh bien, c'est l'état au repos, psi0 de phi égale constante, la constante étant 1 sur racine de 2pi si je normalise ma fonction d'onde. Voilà. Donc, si l'anneau tourne très doucement, eh bien, l'état fondamental, ça consiste à prendre la particule au repos, c'est ça le meilleur compromis. Et ça, eh bien, ça va nous servir de premier critère de superfluidité. On va considérer des anneaux en rotation lente, et quand je dis rotation lente, donc ça veut toujours dire ma fréquence angulaire grand oméga est petite devant le oméga c, ce h bar sur m0 carré caractéristique, et on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Si je prends un gaz classique, à ce moment-là, si j'ai un gaz classique, je montrerai ça tout à l'heure plus précisément, mais
c'est quelque chose auquel on s'attend. Si je prends un gaz classique, ou plus généralement un fluide classique, eh bien l'interaction avec les parois de l'anneau, ça conduit à un champ de vitesse qui correspond à la rotation rigide, V de R égale oméga vectoriel R. Si je reviens au micro-ondes avec le plateau tournant à l'intérieur du micro-ondes, si vous mettez un bol rempli d'eau sur ce plateau, vous lancez le micro-ondes, ce n'est pas la peine de faire chauffer, hein, la micro-ondes elle-même n'a rien à faire là-dedans, ce qui compte c'est le plateau tournant, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le liquide va tourner à la même vitesse que le plateau tournant. Il y aura peut-être un tout petit peu de turbulence au début où le plateau se met en route, et puis après, une fois que la turbulence s'est dissipée, tout tourne comme une rotation rigide. C'est le champ de vitesse que vous avez sur un manège, ce oméga vectoriel R. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe pour un liquide classique. Pour dire la même chose en termes de moment cinétique, eh bien, le moment cinétique, c'est simplement l'intégrale sur tout l'espace de R, la position, fois l'impulsion, m vectoriel v, pondéré par la densité locale ρ de R. Donc cette chose-là, ça peut s'écrire comme quelque chose qui est proportionnel au vecteur rotation grand oméga, fois un coefficient de proportionnalité qui est simplement le moment d'inertie du système. Donc le moment d'inertie classique, en l'occurrence, c'est simplement l'intégrale sur tout l'espace de x2 plus y2 pondéré par la densité ρ de R. Et si vous prenez un anneau fin, à ce moment-là, tous les x2 plus y2 valent la même chose, valent r0 carré. Ρ de R est piqué au voisinage de R égale R0, et donc vous obtenez grand N mr0 carré. Eh bien, le premier critère de superfluidité qu'on va poser, c'est que pour une vitesse de rotation suffisamment basse, donc pour oméga petit devant oméga c, eh bien, un superfluide, c'est un objet qui ne se met pas en mouvement, ou au moins qui ne se met pas entièrement en mouvement. Ça, c'est quelque chose qui a été vu pour la première fois dans le cadre de l'hélium liquide. C'est une manip célèbre de Hess et Fermanck. Et c'est ce qu'on exprime souvent par le fait qu'il y a une réduction du moment d'inertie. C'est-à-dire qu'une partie du fluide peut quand même tourner, mais cette partie, ce n'est pas l'intégralité du fluide. C'est-à-dire que si vous écrivez le moment d'inertie grand L, il sera toujours proportionnel à grand oméga, dans la limite des oméga petit devant oméga c, mais le coefficient de proportionnalité grand I, eh bien, ce coefficient sera plus petit que la valeur classique que vous déduisez en faisant le calcul de cette intégrale. Donc cette réduction du moment d'inertie, ce fait que le fluide ne se met pas complètement en mouvement, c'est donc quelque chose qui est une première condition nécessaire pour avoir un superfluide devant nous. Alors, qu'est-ce que ça prouve, ça? Eh bien, ce critère, c'est dire que finalement l'état superfluide, il est en quelque sorte rigide. Je cherche à le faire bouger. J'ai mon anneau qui est comme ça, je mets mon anneau en mouvement, donc je cherche à faire bouger le superfluide, et le superfluide refuse de bouger, en tout cas il refuse de bouger complètement. Quand je dis je cherche à le faire bouger, attention, je cherche à le faire bouger en mouvement non inertiel, c'est-à-dire je cherche à faire tourner l'anneau. Alors une remarque, cette remarque, c'est que ce qu'on a dit pour l'atome unique, et donc ce qui est vrai également pour le gaz parfait, eh bien, ça vérifie ce premier critère. C'est-à-dire que si je reprends mes paraboles que j'avais pour mon atome unique, donc pour un gaz parfait, puisque le gaz parfait, c'est simplement une superposition de grand N atomes individuels, sans terme supplémentaire d'interaction, eh bien, si mon oméga ici est plus petit que oméga c sur 2, je dis l'état fondamental reste l'état n égale 0. Le meilleur compromis entre la bonne adéquation entre la vitesse de la particule et la vitesse de l'anneau, c'est la particule ne tourne pas. Donc, l'atome unique et le gaz parfait satisfont ce critère de rigidité, à savoir non mise en rotation quand oméga est petit devant oméga c. Bien. Deuxième critère, qui est également une condition nécessaire. Pour parler d'un superfluide, il faut avoir à la fois le premier et le deuxième critère. Deuxième critère, c'est une existence de courant permanent. Donc là, je continue avec mon anneau, mais je change de nature d'expérience. Je prends un anneau qui est en rotation, mais cette fois-ci en rotation assez rapide. Donc je tourne à une vitesse qui est de l'ordre ou supérieure à oméga c. Donc là, le superfluide, si j'en ai un, s'est mis en mouvement également. On verra comment détecter ce mouvement. Donc le fluide tourne, et puis à un instant donné, j'arrête la rotation des parois de l'anneau. Donc dans le référentiel du laboratoire, l'anneau se met au repos, et la question c'est qu'arrive-t-il à ce moment au fluide? Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous avez un système qui n'est pas un superfluide, et à ce moment-là, ça s'arrête rapidement. Ou alors, vous avez un superfluide, et à ce moment-là, eh bien, le flot ici peut continuer. C'est-à-dire qu'il existe dans les superfluides des courants qui ne sont pas des courants que vous avez dans l'état fondamental du système, c'est des courants qui sont des états métastables. Une fois que j'ai arrêté l'anneau,
eh bien, l'état fondamental du superfluide, c'est d'être au repos. Mais néanmoins, les courants que j'avais introduits ici, ce courant peut perdurer longtemps, donc c'est un état métastable, et cet état métastable peut durer des temps vraiment très très longs. Si vous prenez des supraconducteurs, les temps se comptent en années, voire en beaucoup, beaucoup d'années. Dans les systèmes d'atomes froids, on ne fait pas tourner des atomes pendant des années dans les systèmes à vide, parce que le temps de vie même des atomes est limité. Hein. Quand vous prenez un système qui est un condensat de Bose-Einstein au centre d'une enceinte à vide, sa durée de vie, ça dépasse rarement la minute, parce que les atomes se font taper dedans par les molécules du gaz résiduel et finissent par disparaître. Donc, les durées de vie des condensats eux-mêmes sont de l'ordre de la minute, mais les courants permanents qu'on est capable d'induire dans des anneaux vivent également plusieurs minutes. Donc, on a des durées de vie des courants permanents qui sont du même ordre de grandeur que la durée de vie des condensats eux-mêmes au centre de l'enceinte à vide. Donc, on a des courants métastables qui peuvent exister dans ces superfluides, des états métastables qui n'existent pas pour un fluide normal. Un fluide normal, si vous reprenez votre micro-ondes avec son bol et que vous arrêtez la rotation, ben rapidement, le fluide va s'arrêter également, une fois que le bol dans lequel était le liquide ne tourne plus. Alors, l'étude du temps de métastabilité est quelque chose qui n'est pas simple, mais donc on reviendra là-dessus aussi dans le cours de la prochaine fois. Alors, je voudrais illustrer sur ce diagramme comment cette métastabilité peut se décrire de manière phénoménologique. Et j'ai ici représenté donc, des petits diagrammes énergétiques pour essayer d'expliquer ça. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est quelque chose de très schématique. C'est donc ici l'énergie. Je n'ai pas écrit que c'était l'énergie, mais en Y, c'est l'énergie, tout comme là. Et en X, là, c'est quelque chose de très abstrait. C'est l'espace de Hilbert. Alors, représenter l'espace de Hilbert sur une droite, c'est un peu gonflé, puisque l'espace de Hilbert est de dimension infinie. Mais néanmoins, j'ai représenté deux vecteurs de l'espace de Hilbert, qui sont l'état psi0, qui correspond à quelque chose qui ne tourne pas, c'est ma fonction d'onde uniforme sur l'anneau, et l'état psi1, c'est l'état et puissance phi, c'est ma fonction d'onde, donc qui a un quantum de circulation le long de l'anneau. Et puis entre, c'est tout ce qui peut se passer dans l'espace de Hilbert. Alors, encore une fois, c'est un peu gonflé de représenter un espace de Hilbert comme ça, mais enfin, j'espère que vous me pardonnerez cette licence. Donc, initialement, on part de quoi? Initialement, on part de l'anneau en rotation. Donc, j'ai un grand oméga de l'ordre de oméga c. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'état fondamental de mon système dans l'anneau en rotation, c'est l'état psi1. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. C'est mon gaz en train de tourner. Voilà. Et puis ensuite, je vais réduire peu à peu la vitesse de rotation. Alors, je peux me reporter à ce diagramme-là qui est directement inspiré du schéma qu'on a trouvé pour l'atome unique. Pour l'atome unique, on avait trouvé ces paraboles là, donc la parabole pour l'état n égale 0, l'énergie en fonction de grand oméga, la parabole pour n égale 1, donc je pars d'ici, de oméga égale oméga c, donc je suis dans l'état fondamental du système, tout va bien. On diminue grand oméga, donc si je diminue grand oméga, ce qui va se passer, c'est que l'énergie de l'état psi1 va augmenter, l'énergie de l'état psi0, elle, au contraire, va diminuer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au final, je vais me retrouver avec l'état psi0 qui va être ce minimum-là, et puis l'état psi1 qui sera plus du tout un minimum d'énergie. Et le point crucial, c'est que grâce aux interactions, de manière intermédiaire, ici, donc ça, c'est ce que j'ai représenté ici, le point oméga égale oméga c sur 2. Donc, quand je prends une fréquence de rotation qui est juste au milieu ici, là où les deux paraboles se croisent, eh bien, dans mon espace de Hilbert, ce que j'ai, c'est que l'état psi1 ici reste un minimum local. Donc, ma particule qui, à partir d'ici, aimerait basculer vers le vrai minimum global qui est psi0, eh bien, quand je dis la particule, excusez-moi, le gaz qui est ici, qui aimerait basculer de l'état psi1 vers l'état psi0, le gaz n'y arrive pas parce qu'il a une barrière à franchir. Alors, cette barrière elle peut être plus ou moins haute, mais en tout cas, il y a une barrière à franchir, et donc le gaz reste ici jusqu'à ce que la barrière disparaisse complètement, et à ce moment-là, il peut passer. Donc, ça, c'est encore une fois ce que j'ai représenté ici. Les traits pleins, ça représente des états métastables, enfin, le trait rouge, là, c'est l'état métastable qui est là. Ce que j'ai représenté en vert ici, c'est la position du point col, de l'extrémum local qui est ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est partant d'ici, je vais monter le long de cette branche ici. Ici, là où l'état fondamental devient le n égale 0, eh bien, je suis malgré tout dans un minimum local, donc je vais y rester jusqu'à ce que le minimum local disparaisse. C'est la courbe noire ici. À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je transite vers l'état n égale 0 et je vais mettre ici. Mais en tout état de cause, je peux avoir un courant permanent qui existe, qui est métastable, qui est là, alors que ce n'est pas l'état fondamental de mon système. Et pour ça, eh bien, on va voir que les interactions jouent un rôle essentiel. C'est grâce aux interactions qu'on peut avoir ça. Alors, comment comprendre ça?
Eh bien, si vous n'avez pas d'interaction, donc si vous avez un gaz parfait, eh bien, le gaz parfait, même s'il est condensé, ne va pas satisfaire ce deuxième critère. En effet, quand vous prenez les deux paraboles et que vous arrivez au point oméga égale oméga c sur 2 ici, vous vous retrouvez avec, si je reviens au niveau des atomes individuels, vous vous retrouvez avec un très grand nombre d'états qui sont tous dégénérés. C'est-à-dire que tous les états du type n' atomes dans l'état psi 0, l'état qui ne tourne pas, n-n' atomes dans l'état psi 1, ceux qui tournent avec la vitesse oméga c, tous ces états ici, n' psi 0, n-n' psi 1, tous ces états ont la même énergie, puisque l'état psi 0 et l'état psi 1 et une particule ont la même énergie. Eh bien, je peux répartir mes atomes de la même, comme je veux entre l'état psi 0 et l'état psi 1. Je vais fabriquer comme ça grand N plus 1 états qui auront tous la même énergie. Et donc, pour mon gaz parfait, ce qui va se passer quand je vais réduire ma fréquence de rotation, c'est que tant que je suis au-dessus de oméga c sur 2, eh bien, je choisis de mettre tous les atomes dans l'état psi 1. Quand j'arrive ici, je vais avoir une bascule de chaque atome de manière individuelle de l'état n' psi 0, n-n' psi 1 à l'état où j'ai augmenté d'une unité la population de l'état psi 0 et j'ai diminué d'une unité la population de l'état psi 1. Et puis une fois que tous mes atomes ont basculé, je continue tranquillement sur cette branche-là, et donc je ne fabrique pas d'état métastable de courant permanent. Ce sont les interactions qui vont sauver le courant permanent, donc des interactions qui vont au-delà du gaz parfait, et la raison pour laquelle les interactions sauvent les courants permanents, permettent d'avoir des courants permanents sur cette branche ici, eh bien, c'est un argument que j'avais déjà mentionné la dernière fois, qu'on verra en détail dans le cours suivant. C'est un argument qui est dû à Philippe Nozière, c'est que les interactions font que ça coûte de l'énergie de fragmenter un condensat. Ça coûte de l'énergie de mettre un nombre macroscopique de particules dans l'état psi 0 et un autre nombre macroscopique de particules dans l'état psi 1. Il vaut mieux, quand on a des interactions, mettre soit tout le monde dans psi 0, soit tout le monde dans psi 1. Les états intermédiaires coûtent de l'énergie par rapport aux états vraiment condensés, tout le monde dans psi 0, tout le monde dans psi 1. Donc, ces états qui sont tous dégénérés dans le cas du gaz parfait ne sont plus tous dégénérés en présence d'interaction, et ils ne sont plus tous dégénérés au profit, au bénéfice des états parfaitement condensés n psi 0 ou n psi 1. Et du coup, l'état n psi 1, lui, va pouvoir perdurer quelque part par ici, avant de éventuellement basculer sur l'état 0. Voilà. Donc, je démontrerai on verra ensemble cet argument dû à Philippe Nozière la prochaine fois, mais vous voyez déjà comment est-ce que les interactions peuvent jouer un rôle important si on veut avoir les deux critères de superfluidité simultanément remplis. Alors, ces deux concepts-là ont été illustrés de manière très très jolie dans une expérience faite au NIST Gaithersburg, dans le groupe de Gretchen Campbell, il y a 2 ans, à base justement d'anneaux, et c'est ça que j'aimerais décrire dans les 2 diapositives qui viennent. Donc, le système qui a été étudié au NIST, c'est le suivant. Donc, c'est un anneau, comme vous voyez ici, fabriqué, comme je l'ai expliqué la dernière fois, avec des nappes de lumière. Donc, ici, vous avez un faisceau vertical où il n'y a pas de lumière sur un anneau ici. Il y a de la lumière soit au centre de l'anneau, soit à l'extérieur. Donc, les atomes ont envie de se mettre là où il n'y a pas de lumière, parce que le faisceau est désaccordé sur le bleu de la résonance. Donc les atomes, dans le plan horizontal, sont confinés par ce faisceau qui descend, le faisceau violet, là. Et puis, dans le plan horizontal, on envoie un faisceau lumineux qui, lui, cette fois-ci, est désaccordé sur le rouge de résonance. Donc c'est simplement une nappe de lumière. Et cette nappe de lumière, au contraire, attire les atomes parce qu'elle est désaccordée sur le rouge. Et donc les atomes s'accumulent au voisinage du plan Z égale 0 parce qu'ils sont attirés par cette nappe de lumière. Donc vous réalisez comme ça ce condensat qui a donc un rayon ce gaz à ce stade, ça va devenir un condensat rapidement, mais ce gaz, qui a un rayon de 20 microns et le confinement transverse, donc à la fois selon Z ici et puis le long de la variable radiale de l'anneau, c'est à peu près un confinement harmonique avec des fréquences de quelques centaines de Hertz. Pour les spécialistes, le gaz est dans le régime de Thomas Fermi sur le plan radial, ici. La fréquence de rotation oméga c critique, ce h bar sur mr0 carré, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'ordre du Hertz. Quand on fait le calcul, dans cette manip, ça vaut 1,2 Hertz. Donc ça correspond bien à ce que j'avais dit. Et on a des très longues durées de vie pour les courants permanents dans ce système, durée de vie supérieure à la minute. Alors, ces durées de vie supérieures à la minute, c'est un petit peu embêtant parce que finalement, il faut attendre longtemps avant de savoir si le courant disparaît ou pas. Donc, ce que font les chercheurs du NIST, c'est qu'ils rajoutent de manière artificielle une rugosité des parois. Ils viennent augmenter la rugosité pour voir si oui ou non la métastabilité est bien là. Et la manière de rajouter la rugosité de la paroi, c'est rajouter ce qu'on appelle une constriction,
c'est donc qu'il rajoute localement un petit défaut, ici, petit défaut qui peut être soit statique, soit tournant, selon qu'on veut faire un anneau fixe ou un anneau en rotation dans le référentiel du laboratoire. Donc là encore, c'est un faisceau lumineux désaccordé sur le bleu, donc ça repousse les atomes, donc c'est pour ça que vous avez un petit peu moins d'atomes ici sur l'endroit qui est éclairé par ce faisceau lumineux additionnel. Et donc, comme je disais, cette constriction ici va pouvoir tourner à une fréquence angulaire grand oméga qu'on va pouvoir faire varier autour de grand oméga c pour étudier l'existence ou non de ces courants permanents. Donc, les résultats du NIST, enfin, ils ont eu beaucoup de résultats, mais ceux que je voudrais mentionner sont résumés sur cette figure-là. L'idée, c'est donc de choisir une pulsation oméga, je vais vous expliquer comment on fait en pratique, et de détecter si oui ou non il y a un courant permanent qui circule dans l'anneau. Alors, comment est-ce qu'on détecte s'il y a un courant permanent? Eh bien, là encore, on fait une expérience de temps de vol, c'est-à-dire qu'on part de cet anneau ici, et puis on va couper à un instant donné le potentiel qui confine l'atome dans l'anneau. Donc, ce qui va se passer, c'est que les atomes qui étaient initialement dans l'anneau vont aller soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc, ils vont en particulier essayer de boucher le trou qui est ici. Maintenant, est-ce que ce trou va se boucher bien? Bien, s'il n'y a pas de courant permanent, pas de problème. Le trou se bouche lors de l'expansion balistique. Vous avez ici une figure où il n'y a plus de trou après un certain temps de vol. En revanche, si vous avez un courant permanent, dire qu'il y a un courant permanent dans l'anneau, c'est dire qu'il y a un moment cinétique qui est associé à ce mouvement des particules comme ça. Si vous avez un moment cinétique, ce moment cinétique-là, il va rester pendant le temps de vol, puisque le moment cinétique est une constante de mouvement, et au moment cinétique est associée une barrière centrifuge qui est simplement L carré sur 2mR2. Et à cause de cette barrière centrifuge, eh bien, les atomes ne vont pas pouvoir aller se mettre jusqu'au voisinage de R égale 0. Il va rester toujours un petit trou associé à cette barrière centrifuge ici qui va empêcher les atomes d'aller boucher complètement le trou. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez un trou qui reste du fait du moment cinétique qui règne dans l'anneau. Alors selon la valeur du moment cinétique, selon comment vous avez n égale 1 ou n égale 2 comme enroulement, vous aurez un moment cinétique qui sera 1, 4, etc. Donc on peut faire des manips plus précises et calibrer la taille du trou pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme courant permanent. Pour ce que je vais vous décrire ici, peu importe, disons, on va travailler soit avec L égale 0, soit avec L égale 1, donc ou bien il y a un trou, ou bien il n'y en a pas. Mais juste pour dire, on peut aller au-delà de ça et regarder si on s'est généré du L égale 1, du L égale 2, du L égale 3. Donc, maintenant je passe aux résultats qui sont écrits ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez deux types de triangles, les triangles pointe en haut qui sont en rouge et les triangles pointe en bas qui sont en bleu. Commençons par les triangles pointe en haut qui sont en rouge. Donc ça, c'est des manips où on est parti d'un anneau qui ne tournait pas initialement. La constriction ne tournait pas, et puis on l'a mise en mouvement. Donc on la met en mouvement à une fréquence oméga qui est ici, ou là, ou là. Et on regarde par temps de vol, après un certain temps de mise à l'équilibre, on regarde par temps de vol si on est dans cette situation-là, pas de trou, ou dans cette situation-là, avec un trou. Donc on fait la manip 20 fois, et on moyenne des 1 et des 0, 1 quand il y a un trou, 0 quand il n'y a pas de trou. Et ce que vous voyez, c'est qu'on trouve ici une moyenne qui reste égale à 0. Donc ça, c'est le premier critère de superfluidité. Quand la vitesse grand oméga est choisie non nulle, mais voisine de 0, eh bien, le système ne se met pas en rotation. C'est la rigidité de phase que j'ai décrite. Et puis, bon, si on commence à tourner assez vite, donc si je me mets à oméga c, là, enfin, un petit peu au-dessus d'oméga c, ici, là, à ce moment-là, à 100%, je génère un fluide en rotation. Donc là, j'ai réussi à mettre mon superfluide en mouvement. Maintenant, passons au triangle bleu, qui va être donc l'existence de courants métastables, cette fois-ci. Donc si je prends les triangles bleus, donc ici, j'ai mis mon fluide en rotation, et puis je diminue la fréquence de rotation oméga. Donc là, je reste supérieur à oméga c sur 2, donc là, il n'y a pas de surprise. L'état fondamental jusqu'à oméga c sur 2, c'est avoir un courant permanent L égale 1. Mais là, maintenant, je passe le seuil où l'état fondamental n'est plus le courant permanent. L'état fondamental, cette fois-ci, devrait être au repos. Et pourtant, vous voyez que là, je continue à détecter un courant dans mon anneau. Donc ça, c'est le deuxième critère de superfluidité, sur la même expérience, sur la même figure. Je trouve que c'est très joli comme ça. C'est le deuxième critère de superfluidité où là, j'ai un anneau qui, finalement, ici, ne tourne plus du tout, mais malgré tout, je continue à détecter un courant permanent dans mon anneau. Il faut que je tourne la constriction dans le sens négatif pour faire disparaître ce courant permanent. Donc là, ça illustre bien la métastabilité propre à ce fluide en interaction. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ces deux critères de superfluidité et donc leur mise en évidence expérimentale avec ces anneaux d'atomes. Bien, alors maintenant, dans les deux parties qui restent, j'aimerais
essayer de mettre ce qu'on a vu ici en équation, ou au moins en modélisation, avec ce modèle à deux fluides. Donc je vais le faire en deux temps. D'une part, je vais vous parler des vitesses des composantes normales et superfluides, puis ensuite je vous parlerai de leur densité. Ça va être assez rapide, hein, rassurez-vous. Donc je vais commencer par ce modèle à deux fluides et faire un très très bref historique. Encore une fois, je ne vais pas du tout décrire toute l'histoire parce que ce sera l'objet du séminaire de Sébastien Balibar dans une semaine, donc il fera ça beaucoup mieux que moi. Mais juste pour vous remettre en mémoire la chronologie de l'histoire de ces idées, 1924-1925, donc on a eu Einstein avec son gaz parfait saturé, suite aux travaux de Bose, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et ensuite, ça a été un silence radio pendant quelque chose comme 13-14 ans, jusqu'à ce que, de manière indépendante, il y ait la découverte de la superfluidité de l'hélium liquide par Kapitsa d'un côté et par Allen et Missner de l'autre. Ils publient leurs résultats au début de 1938, et à ce moment-là, London, qui était alors à l'IHP, donc sur le haut de la montagne Sainte-Geneviève, là, se disent il y a forcément un lien entre cette superfluidité qui vient d'être découverte. Ça a pris quelques mois, hein, entre la publication de London et la publication de Kapitsa, Allen et Missner. London dit qu'il y a sûrement un lien avec la sthétique de Bose-Einstein. TISA, qui lui travaillait juste dans le bâtiment à côté, là, au Collège de France, il était hébergé dans le laboratoire de Langevin. TISA, lui, au Collège de France, qui était donc en contact avec London, il y avait quelques centaines de mètres entre les deux, propose un modèle, qui est ce qu'on appelle le modèle à deux fluides qu'on va voir, à savoir l'existence de deux courants séparés pour les composantes normales et superfluides. Et puis, 3 ans plus tard, Landau essaie d'approfondir ce modèle, enfin il propose un mélange de deux liquides, l'un superfluide sans viscosité, l'autre normal. Ceci étant, Landau, TISA d'ailleurs était un ancien élève de Landau, hein, donc il se connaissait très bien, mais Landau était quand même très critique vis-à-vis du travail de TISA, et en particulier il refusait toute connexion entre la condensation de Bose-Einstein et la superfluidité de l'hélium. Bon, on sait maintenant qu'il y a une connexion forte, en tout cas Landau, lui, l'a refusé. Alors, ce modèle de fluide, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça consiste essentiellement à regarder le superfluide auquel on a affaire comme une superposition de deux composantes. La première, c'est une partie superfluide d'entropie nulle, donc caractérisée par une vitesse Vs et une densité volumique ρs, et une partie normale, donc de viscosité non nulle, caractérisée par une vitesse Vn et une densité volumique ρn. Et tout ce petit monde-là donne bien lieu à une description qui est cohérente. La densité totale, c'est bien la somme des densités, ρs plus ρn. L'impulsion totale, eh bien, c'est bien la somme des impulsions qu'on associerait spontanément à la composante superfluide et à la composante normale, c'est-à-dire c'est ρsvs plus ρnvn fois la masse d'une particule. Et l'énergie cinétique totale, ça c'est par unité de volume, hein, c'est bien l'énergie cinétique totale qu'on attribuerait à la composante superfluide 1,5 de ρsvs carré et la composante normale 1,5 de ρnvn carré. Donc c'est vraiment un modèle qui est tout à fait cohérent sur le plan des principes et puis qui décrit bien toute une série de phénomènes comme on va le voir dans un instant. Alors, commençons par définir ce que sont ces vitesses superfluides et ces vitesses normales. Comment est-ce qu'on définit la vitesse superfluide ? Eh bien, là, on revient à la condensation, on revient en particulier au critère de Penrose-Onsager. Le critère de Penrose-Onsager nous a dit qu'il faut regarder la valeur propre la plus grande, π0. Il y a une fonction propre ψ0 qui est associée à cette valeur propre. Cette fonction ψ0, c'est donc une fonction complexe, c'est donc une fonction qui a une phase, je peux le mettre sous la forme d'un module fois puissance i θ où θ est la phase. Eh bien, la définition de la vitesse superfluide, c'est simplement une définition d'une vitesse au sens que je décrivais tout à l'heure, une vitesse associée à une fonction d'onde, c'est h bar sur m fois le gradient de ψ0. Donc, pour définir la vitesse superfluide, on utilise la notion de condensation et on utilise plus précisément la fonction propre associée à la plus grande valeur propre de la matrice densité à un corps. Donc il y a une relation profonde entre condensation et superfluidité. Hein. Je veux dire, ce n'est pas ce que faisait Landau, mais c'est ce qu'on fait maintenant. Il y a une relation profonde entre les deux. On part de la condensation pour définir la vitesse superfluide. Et juste un mot, donc là c'est un des changements de référentiel nombreux que vous trouverez dans les notes. Définir la vitesse superfluide sous cette forme, sous la forme d'un gradient d'une fonction d'onde, eh bien, c'est bien compatible avec le changement de référentiel galiléen. C'est important si après on veut que notre impulsion s'écrive bien sous la forme ρsvs plus ρnvn. C'est bien compatible avec le changement de référentiel galiléen. J'esquisse juste le raisonnement ici. Si vous prenez deux référentiels galiléens
R qui est le référentiel du laboratoire, et puis R', qui est un référentiel galiléen en translation uniforme par rapport au référentiel du laboratoire à une vitesse moins v, eh bien, la manière dont on fait les changements de référentiel pour des fonctions d'onde, c'est ce qui est résumé dans un des appendices, ça consiste à prendre la fonction dans le laboratoire psi, et puis à dire que dans le référentiel R', la fonction de ces psi tilde égale le psi de R-Vt, donc une fonction qui se translate à vitesse uniforme v, bien sûr, fois une certaine phase, et cette phase fait intervenir m, la masse de la particule, le produit scalaire de v avec r, moins un terme dépendant du temps, v carré t sur 2, tout ça divisé par h bar. Eh bien, quand vous prenez le gradient de la phase, eh bien, dans le gradient de la phase, vous allez avoir deux composantes. Première, ce sera le gradient de la phase de psi de r, donc ça vous redonnera le vs qui est écrit ici. Puis la deuxième composante, ce sera le gradient de ce terme-ci de changement de référentiel, le m de v scalaire r ici. Donc ça vous fera apparaître le petit v ici, qui est la vitesse de r par rapport à r'. Donc tout va bien. Cette chose-là vous dit bien que si votre vitesse de superfluide est vs dans r, eh bien, ce sera vs plus v dans r'. C'est évidemment ce qu'on souhaite si on veut que cette notion de vitesse superfluide ait un sens qui se transporte dans les changements référentiels. Une remarque importante, qui est une conséquence directe de cette définition de la vitesse superfluide, eh bien, c'est que comme la vitesse c'est le gradient d'une phase, le rotationnel de cette vitesse est toujours nul, au moins en tout point où la phase est bien définie, ou pour le dire différemment, l'intégrale curviligne de la vitesse sur une trajectoire fermée, eh bien, c'est simplement donc, de combien la phase varie sur cette trajectoire fermée. Donc ce sera h bar sur m qui intervient ici, fois un nombre entier de fois 2π, donc ça va s'écrire n fois un nombre entier fois 2π h bar sur m. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis n appartient à grand N, en fait c'est z ici, c'est les antirelatifs, hein, excusez-moi. Et une conséquence immédiate de cette irrotationnalité du champ de vitesse, eh bien, c'est que si vous voulez faire tourner un superfluide, ça avait été compris par Landau et Onsager, si vous voulez faire Feynman et Onsager, si vous voulez faire tourner un superfluide, eh bien, la seule manière de faire tourner le superfluide, c'est de générer des points de singularité, c'est-à-dire des points où la phase θ est mal définie. Et pour que la phase θ soit mal définie, si vous revenez à la définition, il faut que le module du paramètre d'ordre ici soit nul. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle des vortex. C'est des points où la densité s'annule, la densité condensée s'annule, et puis autour de ce point-là, la phase tourne de plus ou moins 2π. Donc ici, vous avez un exemple de réseau de vortex qui apparaît quand on met un superfluide en rotation. C'est la seule manière de faire tourner un superfluide, c'est de mettre des vortex à l'intérieur à cause de cette irrotationnalité de la vitesse. J'avais déjà décrit ça un petit peu dans un cours d'une année antérieure, donc je ne reviens pas trop dans les détails là-dessus. Ça, c'était pour la vitesse superfluide. Quid de l'autre composante, la composante normale? Eh bien, on pose que la vitesse de la composante normale est égale à la vitesse des parois. Quand vous avez un container dans lequel vous avez votre système qui peut éventuellement être superfluide, mais qu'il a une composante normale, eh bien, la vitesse de la composante normale, c'est la vitesse des parois. Donc si je reviens à mon anneau ici en rotation, je dis que la vitesse des parois, c'est oméga vectoriel r, eh bien, la vitesse normale, c'est oméga vectoriel r. Si j'arrête l'anneau, oméga égale 0, eh bien, la vitesse normale, c'est 0. Voilà. Donc, pour la vitesse normale, c'est très simple. C'est très simple, au moins dans les géométries simples, c'est-à-dire où il y a effectivement la notion de vitesse des parois a un sens. Si vous vous amusez à faire des écoulements avec une paroi fixe, par exemple une paroi mobile, ce qu'on appelle des écoulements de Couette, là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des cisaillements et des choses comme ça. Et c'est assez difficile de prolonger le modèle de fluide dans ces cas-là. Je crois que dans les notes, je donne une référence au livre de Leggett, Quantum Fluids, dans lequel il donne lui-même quelques références à des auteurs qui ont étudié ça. Mais enfin, on n'étudiera pas ce genre de situation dans le cours de cette année. On se contentera de containers rigides qui soit bougent, soit ne bougent pas, mais quand ils bougent avec une vitesse qui est bien déterminée. Bien, donc ça c'était pour les vitesses. Vous voyez, c'était simple, hein, c'était simplement des définitions. Maintenant, les densités. Densité superfluide et densité normale. Oui. Donc, commençons par définir les... pardon, pourquoi je suis là. Voilà. Commençons par revenir sur ce que j'ai dit déjà sur le fluide classique. Et une fois qu'on aura bien compris ce qu'on a sur le fluide classique, après on sera capable de poser ce qu'on appelle densité superfluide. Une fois que j'aurai la densité superfluide ρS, j'aurai la densité normale ρn, simplement par différence, hein, puisque ρS plus ρn est égal au ρ total. Alors, quelque chose que j'ai déjà énoncé, mais que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que quand vous prenez... Je vais y arriver? Oui, voilà. Quand vous prenez un fluide classique en rotation,
votre bol plein d'eau sur le plateau tournant de votre micro-ondes, le fluide classique a pour moment cinétique I classique, le moment d'inertie classique, fois grand oméga. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une manière complètement équivalente de dire la même chose, c'est de dire que si je me place dans le référentiel tournant et que je regarde les vitesses de mes particules dans le référentiel tournant et leur position, eh bien à ce moment-là, le moment cinétique dans le référentiel tournant vaut 0, parce que le fluide classique apparaît stationnaire. Alors j'aimerais vous montrer ça, parce qu'une fois qu'on aura vu ça, après, on verra l'originalité de ce que fait un superfluide. Comment est-ce qu'on montre ça? La démonstration est intéressante. Elle va prendre 2 diapositives, donc je commence ici et puis ça continuera sur la suivante. Pour ça, donc, il faut que je passe dans le référentiel tournant pour décrire pour calculer ce moment cinétique L. Passer dans le référentiel tournant, je vous ai dit à quoi ça consistait tout à l'heure. Ça consiste à ajouter le moins oméga fois Lz, hein, c'est la composante son Z du moment cinétique, et ce moins oméga fois Lz, quand je le réécris, donc tout à l'heure j'avais fait avec le d sur dφ, la dérivée par rapport à l'angle azimutal, si je le fais à 3 dimensions, ça consiste à ajouter un potentiel vecteur, c'est exactement la même chose. Je fais apparaître un carré parfait et puis je soustrais le terme additionnel ici, qui est l'énergie centrifuge. Et donc, quand je fais apparaître le carré parfait ici, ce qui était tout à l'heure d sur dφ moins grand oméga sur oméga c, ça s'écrit maintenant P qui remplace le d sur dφ, et puis grand A, le potentiel vecteur, qui est m oméga vectoriel R. C'est toujours proportionnel à oméga. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu également dans un cours d'une année antérieure, donc je ne reviens pas trop dans les détails, mais c'est fait en détail dans l'appendice pour ceux qui veulent le revoir. Donc, passer dans le référentiel tournant, ça consiste à introduire un potentiel vecteur plus cette énergie centrifuge. Et parce que j'ai un potentiel vecteur, c'est comme en magnétisme, le lien habituel qu'on a entre impulsion et quantité de mouvement, P égale mv, ben ce lien devient un petit peu plus compliqué. Ça s'écrit maintenant P égale m fois v plus le potentiel vecteur, donc m fois v plus oméga vectoriel R. Bien, donc une fois que j'ai dit ça, là je l'ai résumé là-dessus, donc je change mon Hamiltonien en P2 sur 2m en ça. Mon potentiel vecteur est écrit ici. Ce lien entre impulsion et vitesse est écrit là. Ce que je peux réécrire de la même façon, hein, simplement en faisant passer A de l'autre côté, V égale 1 sur M, P moins A. Et je m'intéresse donc au moment cinétique dans le référentiel tournant, qui est une fonction des variables canoniques R et P, mais qui est, en pratique, Rj fois vectoriel Vj, où J, c'est la somme sur toutes les particules de J égale grand 1 à N. Et la vitesse de la particule Vj, c'est donc ce Pj moins grand 1. Maintenant, je suppose que mon fluide classique est à l'équilibre. La turbulence qui a pu se produire au moment de la mise en rotation du plateau tournant s'est dissipée. Et donc, la manière d'évaluer le moment cinétique L dans le référentiel tournant, c'est simplement de prendre le poids de Boltzmann exponentiel moins E pour un certain choix des Rj et des Pj divisé par kT, et puis je prends le moment cinétique de la particule 1, toutes les particules vont avoir le même moment cinétique, donc je prends le moment cinétique de la particule 1 et je multiplie par grand N, et je normalise tout ça par Z. Z, c'est la fonction de partition classique, c'est simplement l'exponentielle du poids de Boltzmann et puissance moins E sur kT. L'élément de volume d'intégration des taux, c'est D3R1, D3R2, D3Rn, D3P1, D3P2, D3Pn. Bien. Donc, il s'agit de calculer cette chose-là, et il s'agit de montrer que c'est nul. Hein. C'est ça le point crucial, c'est que cette chose-là vaut 0. Alors, pourquoi ça vaut 0? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer V1 par son expression en termes de P moins A, ici. Donc, le M R1 vectoriel V1 qui était ici, je vais le remplacer par R1 P1 moins A. Et puis, si je regarde bien cette intégrale, là, donc je me retrouve avec une intégrale sur les R et sur les P. Mais si vous regardez comment est-ce que P intervient sous la forme P moins A ici, et dans l'énergie ici, mais il intervient également sous la forme P moins A au carré là-haut. Donc P n'intervient jamais tout seul, il intervient toujours soustrait du potentiel vecteur A où se trouve la particule que je considère, la particule Rj. Du coup, j'ai intérêt à faire un changement de variable, c'est-à-dire plutôt que de me traîner P comme variable d'intégration, j'ai intérêt à poser P' égale Pj moins A, et à ce moment-là, je me retrouve avec une intégrale où finalement la rotation a complètement disparu, puisque je vais me retrouver avec R1 vectoriel P'1, et puis si j'aurai une énergie à intégrer, où je n'aurai plus P moins A au carré, j'ai simplement P' carré sur 2m, moins 1,5 de M oméga 2 R2. Alors quand je dis la rotation a disparu, c'est un tout petit peu abusif, elle est toujours là du fait de l'énergie centrifuge,
Mais ça, l'énergie centrifuge, ce n'est pas ça qui va me faire bouger mes atomes. L'énergie centrifuge, c'est juste une modification du potentiel de confinement. Les parois de votre bol ne sont plus exactement les mêmes, et la surface du liquide peut éventuellement s'incurver un petit peu pour prendre une forme parabolique sous l'effet de la force centrifuge. Mais ce n'est pas ça qui crée un mouvement des particules. Donc, quand je fais ce changement de variable-là, le potentiel vecteur disparaît, du coup, il n'y a plus d'effet de rotation, et à ce moment-là, naturellement, je trouve dans mon intégrale L égale 0, il n'y a pas de raison que l'intégrale ici prenne une valeur non nulle, oméga ne figure plus dedans. Pour ceux qui sont habitués du magnétisme, la démonstration que je vous ai faite ici, c'est exactement la même démonstration qu'on fait quand on veut démontrer le théorème de Bohr-van Leuven. Ce théorème de Bohr-van Leuven, il exprime que dans un cadre de thermodynamique classique, si vous prenez un système de particules chargées, plongées dans un champ magnétique, eh bien, il n'y a pas de magnétique, il n'y a pas de magnétisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment magnétique qui apparaît à l'équilibre thermodynamique. Et la démonstration se fait exactement de la même façon. C'est en remplaçant P par P moins A, enfin P moins QA en l'occurrence, puisque les particules sont chargées, et en éliminant finalement l'impulsion du problème. Et ce n'est pas un hasard, hein, tout ça c'est lié au fait que magnétisme et passage dans la référentielle en rotation sont liés l'une avec l'autre. Enfin, si vous avez enseigné le théorème de Bohr-van Leuven et que vos étudiants ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de magnétisme pour un système de particules chargées, vous leur dites de faire l'expérience du micro-ondes avec le bol à l'intérieur, et dans la mesure où le liquide semble tourner avec le bol, eh bien c'est exactement la même chose que le théorème de Bohr-van Leuven. Voilà, au moins sur le plan formel, c'est les mêmes intégrales qu'on manipule et c'est le même résultat qu'on obtient. Voilà, donc ça c'était un petit aparté, et on va revenir maintenant à la superfluidité. Donc, maintenant qu'on sait que notre fluide classique ne tourne pas dans le référentiel en rotation, eh bien, on va passer au fluide quantique, au superfluide, et c'est ça qui va être le point de départ pour poser ce qu'est la densité superfluide. Je vous rappelle donc que ce qu'on a dit comme critère de superfluidité, c'était que le superfluide ne tournait pas complètement quand les parois de l'anneau sont mises en mouvement. Si je me mets dans le référentiel tournant, ça veut dire que dans le référentiel tournant, ce superfluide, puisqu'il y en a une partie qui reste au repos dans le référentiel laboratoire, donc quand je suis dans le référentiel tournant, ce superfluide n'a pas l'air au repos complètement, il a l'air d'avoir une partie qui tourne. C'est la partie qui est restée immobile dans le référentiel laboratoire, mais quand je suis dans le référentiel tournant, cette partie-là, elle a l'air de tourner. Donc, le moment cinétique, L ronde, hein, évalué dans le référentiel tournant, n'est pas nul, contrairement au cas du fluide classique, elle n'est pas nulle, elle est négative, puisque le superfluide qui est resté au repos dans le référentiel du laboratoire a l'air de tourner dans le sens inverse de oméga dans le référentiel tournant. Et cette partie-là, eh bien, on va poser qu'elle est proportionnelle à grand oméga, d'une part, ça c'est dans la limite des petits oméga, et puis on va utiliser ce coefficient de proportionnalité pour définir la fraction superfluide. C'est-à-dire qu'on va poser ça, on va dire que c'est le moment d'inertie classique fois un rapport ρs, densité superfluide, divisé par ρ total. Donc si ρs égale 0, eh bien, je retrouve Lz égale 0, c'est le cas classique Bohr-van Leuven que je viens de regarder, mais si ρs est non nul, eh bien, j'ai un Lz non nul et négatif dans le référentiel tournant. Voilà, donc ça c'est la définition de ce ρs-là. Une fois qu'on a ça, eh bien, je vous propose, donc c'est une définition, hein, je vous propose de faire un bilan énergétique. Et ça va être une démonstration un tout petit peu lourde, mais après on aura fini. Quel est le bilan énergétique, donc, une fois qu'on a posé ça comme définition? Donc, j'ai réécrit ma définition ici. Moment cinétique dans le référentiel tournant égale en moins ρs sur ρ, I classique, grand oméga. Ma fonction de partition quantique, cette fois-ci, c'est trace de l'exponentielle moins h sur kt. Mon hamiltonien dans le référentiel tournant, c'est h moins oméga Lz. Et l'énergie libre, ce qui m'a intéressé, c'est moins kt fois log de z. Ça, c'est des choses classiques, enfin habituelles de la physique statistique. Donc, utilisons ça pour calculer l'énergie, faire ce bilan énergétique dans le référentiel tournant. Donc, pour ça, il faut qu'on calcule, qu'on relie le moment cinétique grand Lz aux quantités dont on dispose. Donc, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le moment cinétique Lz moyen est relié directement à la dérivée de la fonction de partition par rapport à grand oméga. Alors ça, c'est assez simple à voir. Si vous prenez cette fonction de partition z égale trace de l'exponentielle de h sur kt, quand vous prenez la dérivée par rapport à oméga, qu'est-ce que vous allez obtenir? L'hamiltonien h, ici dans le référentiel tournant, c'est l'hamiltonien dans le laboratoire moins oméga Lz. Donc quand vous prenez la dérivée par rapport à oméga, c'est ce terme-ci qui va compter. Donc quand je prends la dérivée par rapport à oméga de ça, j'obtiens Lz, moins Lz.
Donc je prends la dérivée de l'exponentielle, donc je vais sortir, comme j'ai un moins ici, je vais sortir Lz sur Kt. Donc quand je vois apparaître le coefficient de normalisation 1 sur z, dz sur oméga c'est effectivement Lz, et fois le Kt qui vient compenser le 1 sur Kt que j'avais là. Donc Lz chapeau est relié à la dérivée de z par rapport à oméga divisé par z, c'est-à-dire la dérivée de log de z, qui n'est autre que l'énergie libre. Donc si maintenant je connecte ce moment cinétique dans le référentiel du laboratoire au moment cinétique dans le référentiel tournant, df sur dωméga, ça s'écrit sous la forme moins i classique, moins ce Lz ronde que j'ai utilisé pour caractériser la densité superfluide. En moins ρs sur ρ, i classique. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez intégrer par rapport à oméga, vous obtenez donc f d'oméga égale f de 0, moins 1,5 de i classique oméga 2, ça c'est ce terme-ci, plus 1,5 de ρs sur ρ, i classique oméga 2, c'est ce qui vient de ce terme qui était là, intégré. Bon, donc l'énergie libre dans le référentiel tournant à fréquence non nulle oméga, c'est l'énergie libre si le référentiel ne tournait pas, plus deux termes. Le premier, c'est toujours le même, c'est le déconfinement centrifuge, moins 1,5 de i oméga 2. Lui, c'est évident qu'il devait être là, aucune surprise. Ce qui est important, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est donc delta f de oméga, c'est quelque chose qui est proportionnel à ρs, donc à la densité superfluide, et ça représente donc, c'est ça le point important, ça représente donc un excès d'énergie libre que je dois payer quand je vais dans le référentiel tournant, qui est associé à l'existence d'une fraction superfluide. Si j'ai un gaz normal, je n'ai pas à payer ça, mais si j'ai un superfluide, je dois payer de l'énergie parce que le superfluide dans le référentiel tournant a l'air d'être en mouvement, simplement parce que dans le référentiel du laboratoire, il ne s'est pas mis en mouvement. Bien, donc c'est là-dessus que j'aimerais terminer le cours, c'est bien réfléchir à ce que ça signifie, ça. Devoir payer de l'énergie en plus parce qu'on a un superfluide. Donc il y a deux manières de le comprendre, ça. Et ces deux manières de le comprendre, c'est deux manières de comprendre ce que signifie vraiment le passage dans le référentiel tournant. Première manière, c'est celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Passer dans le référentiel tournant, c'est générer un champ de jauge. C'est donc passer d'un Hamiltonien en p carré sur 2m à un Hamiltonien en p-a au carré sur 2m. Plus ce terme centrifuge, mais je vous ai dit, lui, je l'oublie. Enfin, il n'est pas important. Ce qu'on a vu pour un anneau fin, c'est qu'on l'a écrit sous la forme moins d2 sur dφ2, on lui a rajouté le terme oméga sur oméga c. Tout ça, c'est en travaillant avec des fonctions d'onde qui satisfont des conditions limites périodiques. Donc ça, c'est une première manière de comprendre ce qui nous est arrivé quand on est passé dans le référentiel tournant. Deuxième manière de comprendre la chose, qui est beaucoup utilisée en théorie, en particulier en simulation, c'est une autre manière de faire la même chose, c'est de se dire, on va changer la fonction d'onde pour ne pas avoir ce champ de jauge-là. Donc je vais travailler sur le cas simple à une variable phi. Plutôt que de travailler avec psi de phi, je vais poser psi tilde de phi égale psi de phi exponentielle moins i grand oméga sur oméga c phi. À ce moment-là, si vous prenez ce changement de fonction d'onde, c'est-à-dire si vous multipliez la fonction initiale par l'exponentielle de la variable phi qui est là, vous pouvez facilement vérifier en calculant la dérivée que vous vous débarrassez de ce oméga sur oméga c. Là. Vous faites disparaître le potentiel vecteur en faisant ça. Mais évidemment, il n'y a jamais de rapport gratuit. Donc, certes, vous faites disparaître le potentiel vecteur, mais le prix à payer, c'est que vous n'avez plus les conditions limites périodiques. Vous avez ce que je l'avais annoncé tout au début, vous avez des conditions limites distordues, c'est-à-dire que quand vous regardez comment psi tilde se transforme après un tour complet, eh bien, psi tilde de phi plus de pi n'est pas égal à psi tilde de phi. Tiens, il manque un tilde là. Ça devrait être psi tilde de phi. Mais il y a une phase qui s'est venue se mettre, qui est simplement la phase que j'ai rajoutée ici, qui est ce moins i grand θ, où θ c'est simplement 2pi oméga sur oméga c. Voilà, donc ça c'est les deux manières de comprendre le passage en référentiel tournant. Vous choisissez celle que vous préférez, mais le point crucial, c'est quelle que soit celle que vous choisissez, l'état superfluide, ça correspond à un accroissement d'énergie libre. C'est-à-dire que là où le fluide normal, un fluide classique, ne vous coûterait aucune énergie, quand vous mettez un champ de jauge sur votre système ou quand vous distordez les conditions limites, eh bien, dire que vous avez un état superfluide, ça vous dit que vous devez payer une certaine énergie. Cette énergie est proportionnelle à la densité superfluide. Quand vous distordez les conditions limites, c'est la colonne de droite, ou quand vous mettez un champ de jauge, c'est la colonne de gauche. Voilà. Donc mathématiquement, c'est ça la vraie définition de ce qu'est un superfluide, de ce qu'est une densité superfluide. C'est le prix à payer pour mettre un champ de jauge ou pour distordre les conditions limites. Alors, je suis presque à la fin. Une remarque importante que j'aimerais faire avant de conclure, c'est le lien entre superfluidité et condensation au niveau des densités. Je vous ai dit qu'il y avait un lien simple au niveau des vitesses. J'ai pris comme définition de la vitesse superfluide le gradient de la phase de mon état
ψ0 associé à la condensation. On n'a pas du tout ce même lien pour les densités. Pour les densités, la densité superfluide n'est pas égale à la densité condensée. La densité superfluide, c'est donc la fraction superfluide, c'est ρs sur ρ. La fraction condensée, c'est π0 sur n. Et les deux quantités ne sont pas égales. Si je prends l'exemple de l'hélium liquide, sur lequel c'est probablement le plus frappant, quand vous prenez le hélium liquide et que vous allez à très très basse température, eh bien, aux incertitudes de mesure près, on trouve que ρs, la densité superfluide, est égale à la densité totale. C'est-à-dire que, si je reprends l'expérience de l'anneau tournant, si je cherche à faire tourner mon anneau superfluide plein d'hélium liquide, eh bien, rien ne tourne. Si je cherche à le faire tourner à une fréquence oméga petite devant oméga c, rien ne tourne. Tout reste au repos, ρs égale ρ. Mais la fraction condensée, elle, donc cette fraction condensée mesurée comme valeur propre la plus grande de l'opérateur densité à un corps, eh bien, elle reste faible dans l'hélium liquide. On la mesure par diffraction de neutrons et elle ne dépasse pas 10% de la valeur maximale qu'elle pourrait prendre, à savoir grand N. Π0 sur n est inférieur à 10%. Et la raison pour laquelle on a ça, ce n'est pas très surprenant. C'est juste que dans l'état à température nulle, température quasi nulle de l'hélium liquide, eh bien, j'ai beaucoup d'interactions qui prennent place. Du coup, l'état de chaque atome il est fortement intriqué avec ses voisins. Si je suis à température nulle, je serais dans un état pur, mais cet état est un état fortement intriqué. Donc, quand je prends une trace partielle sur n-1 particules pour ne garder que l'opérateur densité en un corps, bien forcément, je me retrouve avec un mélange statistique. C'est un peu comme si vous prenez une paire d'électrons dans un état singulier, c'est un état pur, mais si vous tracez sur un des deux électrons, l'électron qui reste, il a l'air dépolarisé. C'est une matrice densité 1,5 sur les deux états de spin, plus et moins. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un état fondamental qui est fortement intriqué, donc c'est un état qui est superfluide, complètement superfluide, mais quand je prends la trace partielle sur n-1 particule, ce que j'obtiens comme opérateur densité un corps, c'est quelque chose qui est un mélange statistique de beaucoup d'états. Du coup, la plus grande des valeurs propres ne dépasse pas 10% de sa valeur maximale qu'elle pourrait prendre si je n'avais pas d'intrication. Voilà. Donc, je termine. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Eh bien, on a vu ces deux critères pour le comportement superfluide, et encore une fois, il faut que les deux soient simultanément remplis pour avoir à faire un superfluide. Il faut une certaine rigidité de phase qui entraîne ce coût énergétique, soit en présence d'un champ de jauge, soit en présence de conditions limites distordues. Je vous ai dit que les deux étaient de façon équivalente de regarder la même chose. Et il faut également des courants permanents, des états métastables, qui sont donc protégés du retour vers le vrai équilibre par une barrière énergétique que je n'ai pas précisée jusqu'à maintenant, qui est due aux interactions. Et ce modèle de fluide, donc, il fournit un cadre théorique qui rend bien compte de tous les phénomènes observés. Vous pouvez vous convaincre, je ne l'ai pas fait oralement, mais c'est fait dans les notes, qu'à coup de transformation de repères bien choisis, une fois que vous avez bien défini les ρs, les ρn, les vs, les vn, comme on l'a fait ensemble aujourd'hui, eh bien, l'impulsion totale par unité de volume et l'énergie cinétique totale par unité de volume sont bien celles qu'on attend, à savoir les ρs vs plus ρn vn pour l'impulsion, 1,5 de ρs carré vs carré plus ρn vn carré pour l'énergie. Et donc, la prochaine fois, eh bien, on continuera, et en fait, on terminera ce que j'avais à dire sur le gaz uniforme. Après, les cours suivants, ce sera pour les atomes dans les réseaux. Donc, la prochaine fois, on terminera sur le gaz uniforme pour décrire de manière explicite le rôle des interactions dans le cadre d'une formalisation simple qui est l'équation de Gross-Pitaevsky, et on comprendra l'origine de ces barrières qui protègent la métastabilité. Merci beaucoup.